com Orlando. Orlando para Pelé. Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara-se, tem Pelé. Levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! Pelé! C'est arrivé. Enfin, le Brésil a triomphé. 8 ans après l'horreur du Maracana, la Seleção a remporté le trophée qu'il a fuyé tant. Et au milieu de toute cette euphorie, un gamin de 17 ans, sauveur de tout un peuple, dont la fougue et le talent a réparé les blessures passées d'une nation qui vit au rythme du football. Il s'appelle Pelé et le monde entier a les yeux rivés sur lui. Mais la mémoire du football a totalement effacé l'autre camp. Les 11 hommes dévastés qui regardaient les Brésiliens soulever le trophée chez eux, à Stockholm. Ce que la mémoire collective a oublié, c'est que pendant 10 ans, la Suède a réinventé le jeu et régné sur l'Europe. Pourtant, cette équipe de 1958 n'aurait jamais dû être là. 10 ans plus tôt, leur propre fédération avait pris une décision insensée qui aurait pu anéantir leur football à jamais. Inspiré par la science tactique d'un entraîneur anglais révolutionnaire et porté par ses stars venus conquérir l'Italie et le Scudetto année après année, cette Suède est bien plus fascinante qu'il n'y paraît. Si elle n'est jamais citée parmi les grandes nations de la première moitié du XXe siècle, la Suède a pourtant toujours été présente lors des grands actes de fondation de notre football. Sa fédération nationale naît en 1904, tout comme la FIFA la même année, dont elle est une des 7 nations fondatrices. Elle dispute à partir de 1908 le tournoi olympique de football, considéré comme le tournoi mondial majeur, avant de prendre part à sa première Coupe du Monde lors de la seconde édition, en Italie, en 1934. Elle y élimine au premier tour les finalistes argentins, ce qui est là une performance notable. La Suède tombera au tour suivant, en quart de finale, contre l'Allemagne, mais forgée d'une première expérience en Coupe du Monde. La Seconde Guerre mondiale viendra ensuite mettre entre parenthèses le football européen et mondial avant que la Suède n'entre à la fin des années 40 dans l'âge d'or de son football. Un homme en particulier va en être l'incarnation. Il est anglais et se nomme George Reynor. Modeste joueur de football, c'est sur un banc de touche qu'il exprime tout son talent. Car si la fédération anglaise l'ignore, la Suède répond favorablement à sa demande, en lui accordant sa confiance pour entraîner l'équipe nationale à partir de 1946. Mais pour mettre en action sa méthode, il fallait du temps à Reynor, et le championnat national, l'Allsvenskan, était encore amateur, ce qui signifie que les joueurs ne s'entraînaient pas tous les jours. La solution fut alors pour l'anglais de passer du temps dans chacun des 12 clubs de première division pour former les joueurs. Sa tactique en elle-même reposait sur une innovation, le G-Man, qui consistait à ce qu'on appellerait aujourd'hui un faux neuf, un joueur qui arpente le terrain dans le but de créer des espaces pour les ailiers. Cette tactique s'avère payante dès le premier match de la Suède version Reynor. L'ailier Gunnar Gren profite de ces espaces pour inscrire 4 des 7 buts de son équipe face à la Suisse. Et l'influence de l'entraîneur anglais va continuer. En 1948, la Suède dispute le tournoi olympique à Londres, sur les terres natales de son meneur d'hommes. Et c'est une démonstration. Victoire d'entrée 3-0 face à l'Autriche, puis un cinglant 12-0 face à la Corée du Sud. Au rendez-vous des demi-finales, la Suède continue son sans faute en écartant le Danemark 4-2 avant de triompher en finale 3-1 face à la Yougoslavie. La Suède est championne olympique et remporte son premier trophée international. L'âge d'or du football suédois peut commencer, emmené par une triplette composée de Gunnar Gren, Gunnar Nordahl et Nils Lidholm. Elle fait parler dans l'Europe entière à tel point que les 3 furent enrôlés dès la fin du tournoi par le Milan AC. L'idée de rejoindre une équipe étrangère où le statut professionnel est pleinement installé était trop alléchante. Championnat de haut niveau, meilleur salaire, des conditions propices pour des joueurs cantonnés à un statut amateur dans leur pays d'origine. Ce trio offensif, surnommé Grenoli, va alors redonner au Milan AC un certain élan, puisqu'ils vont permettre aux Rossoneri de glaner 4 titres de champion d'Italie dans les années 50. Mais si au premier abord les performances des stars suédoises dans le calcio pourraient être réjouissantes pour l'avenir de la sélection, un règlement entache cet élan. En effet, les joueurs qui partent à l'étranger sont déclarés inéligibles par la fédération suédoise, et l'exode est total.
Sur les 11 titulaires lors de la finale des Jeux, 7 vont s'exiler en Italie, en Espagne ou en France. Ce que Raynor a bâti, il va devoir le reconstruire de toutes pièces. Le tacticien anglais entreprit alors de rebâtir une sélection avec les quelques vétérans encore au pays et la nouvelle génération du championnat local. Et si les performances sont un cran en dessous de l'épopée de 48, elles sont néanmoins honorables, grâce notamment au travail profond que Raynor avait entrepris dans les différents clubs de première division pour former le vivier suédois. Qualifié pour la Coupe du Monde 1950 et son grand retour au Brésil, il s'impose face au champion titre italien, une sorte de vengeance face au pays qui a causé l'exil de ses champions, puis obtient le nul face au Paraguay, synonyme de qualification pour le tour final. Disputé en une poule unique, les Suédois chutent lourdement face au Brésil 7-1, puis 3-2 face à l'Uruguay. La Suède termine néanmoins à une honorable 3e place, orpheline de ses joueurs professionnels jouant à l'étranger. La suite des années 50 sera un peu moins réjouissante. Battus 6-0 par les émergents hongrois lors du tournoi olympique à Helsinki en 1952, les Scandinaves échouent à se qualifier au Mondial 54. Le génie tactique de Raynor a atteint ses limites, sans doute aussi causé par la fuite de ses talents et la position de la fédération de privilégier les joueurs issus du championnat national. Pire encore, le tacticien anglais va, comme ses meilleurs joueurs, céder aux sirènes des clubs italiens. Après l'échec du Mondial 54, il quitte la Scandinavie et s'engage avec la Juventus, puis quelques mois plus tard avec la Lazio. Mais si les succès sont un peu moins retentissants pour Raynor en Italie, un événement va faire revenir l'anglais dans son bercail d'adoption, la Coupe du Monde 58 organisée en Suède. La fédération mise alors sur Raynor, seule capable selon elle de diriger la sélection suédoise et d'en tirer le meilleur pour offrir au pays organisateur une équipe à la hauteur de l'événement. Le tacticien anglais accepte sa mission et sillonne à nouveau le pays à travers les clubs de première division pour sélectionner ses joueurs et leur prodiguer les meilleurs programmes d'entraînement. Mais contrairement à son premier mandat, il va obtenir enfin de la fédération ce qui lui manquait auparavant, sélectionner des joueurs évoluant à l'étranger. Face à la dimension que représente un mondial à domicile, les dirigeants n'ont pas le choix s'ils veulent la meilleure équipe possible. C'est alors qu'arrive le grand retour des joueurs qui ont fait la grandeur de la Suède à la fin des années 40. Exit les frères Nordahl retraités, il reste encore le Greux et le Lie du trio du Milan AC, avec Gunnar Gren et Nils Lidholm, qui, malgré leur âge avancé de 37 et 35 ans, ont encore une belle carte à jouer. S'ajoute aux vétérans le prodige Kurt Hamrin, 23 ans, ailier virevoltant qui évolue déjà en Italie et sort d'une grande saison à Padoue 3e de Serie A, tout comme Lennart Skoglund, milieu de terrain de l'Inter Milan. Désormais armée avec des renforts de premier choix, la Suède peut entamer sereinement sa compétition, d'autant que le tirage au sort lui a été favorable. En poule, les hommes de Raynor battent facilement le Mexique 3-0 puis la Hongrie orpheline de Puskás 2-1. Il réussit à le passer, il arrive dans les 18 mètres, il est encore repris avec Matraille, un mètre personnel de gauche, néanmoins voici un contre-bon, et Hamrin reprend. Un nul 0-0 ensuite contre le Pays de Galles permet d'assurer la première place du groupe et de se qualifier pour le tour suivant. Face à l'URSS d'un certain Lev Yashin, le collectif bien huilé des Suédois fait la différence, tout comme Kurt Hamrin dont les déboulés sur le côté font mouche. Un but et une passe décisive pour le petit prodige qui qualifie les siens en demi-finale. La Suède égale sa meilleure performance en Coupe du Monde et s'apprête à disputer sa 3e demi-finale après 1938 et 1950. Opposé à l'Allemagne de l'Ouest, le tenant du titre, les Suédois encaissent l'ouverture du score avant de revenir rapidement grâce à Skoglund. Kurt Hamrin, encore lui, fit ensuite basculer le match. Sa vivacité et ses dribbles sur Erik Juskowiak provoquèrent l'expulsion du latéral ouest-allemand. À 11 contre 10, les Suédois prirent alors l'avantage sur un but du vétéran Gunnar Gren avant qu'Hamrin n'inscrive un nouveau but pour sceller le score. D'un formidable déboulé sur son côté droit, conclu par une frappe en angle fermé. À la maison, la Suède de Raynor tient enfin sa finale et son rendez-vous avec l'histoire du football. Devant les 50 000 spectateurs du Rasunda Stadion de Solna, le souhait de Raynor s'exauce, marqué tôt dans le match.
Nils Lidholm, le capitaine et rescapé des Grenoli, ouvre la marque dès la 4e minute de jeu en se jouant de toute la défense brésilienne avec une facilité déconcertante. Au bout de 4 minutes de jeu, c'est presque le Brésil qui mène 1-0. Mais si le rêve semble permis, la puissance offensive de la Seleção va jouer un mauvais tour à la Suède. Vava d'abord inscrit un doublé en première période, avant qu'un petit gamin de 17 ans ne vienne jouer définitivement les troubles faits. Un sombrero dans la surface enchaîné d'une reprise de volée qui fait mouche, voilà comment Pelé inonde la finale de son talent. La réduction de l'écart de Simonson ne sera qu'anecdotique, d'autant que Pelé s'offre un doublé dans les dernières secondes. Victoire finale du Brésil 5-2 qui devient champion du monde, bercé par le talent de ses joueurs, et effaçant des livres d'histoire la Suède, le joyau que Raynor avait mis 12 ans à construire. Après cette finale, l'histoire ne sera pas tendre avec les bâtisseurs de cette décennie suédoise. George Raynor quittera la sélection dans l'indifférence générale, finissant sa carrière d'entraîneur dans de modestes clubs anglais. Quant à la Suède, elle mettra 12 ans à se qualifier de nouveau pour une Coupe du Monde, incapable de renouveler cette génération bénie. Alors oui, le monde a préféré retenir de ce 29 juin 1958 la naissance d'un phénomène, d'un futur roi du ballon rond. Mais derrière la fête brésilienne, il y avait 11 hommes, 11 héros, comptant parmi les meilleurs joueurs d'Europe, disputant les championnats les plus exigeants et dont il faut honorer la mémoire pendant encore très longtemps.